Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des principes généraux de la vaccination. Pour bien comprendre, nous vous proposerons deux autres podcasts traitant du calendrier vaccinal en population générale et dans les populations particulières. Avec nous pour cet item, deux infectiologues, Amandine Gailleux-Brunon du CHU de Saint-Étienne et Anne Conrad des hôpitaux de Lyon. Bonjour mesdames. Bonjour Anthony. Bonjour Anthony. Alors dis donc Anne, pour commencer, dis-moi à quoi sert un vaccin s'il te plaît. Bonjour Amandine. Alors, un vaccin, c'est un moyen d'immunoprophylaxie active. Et j'aime bien utiliser la comparaison du simulateur de vol. Un vaccin, ça va servir à entraîner le système immunitaire, à combattre un agent infectieux, sans faire subir aux patients les conséquences potentiellement graves de la maladie infectieuse. Et cet entraînement, il passe par la présentation d'un microbe atténué ou d'un antigène vaccinal inerte qui va agir comme un leurre pour le système immunitaire pour mimer une infection. Et ce qui va permettre d'induire une immunité provoquée, faite d'anticorps, mais également de cellules spécifiques, les lymphocytes mémoire, car la vaccination met à profit une caractéristique unique de notre système immunitaire, qui est la mémoire immunitaire. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que cette immunité, elle peut être stérilisante. Donc, dans le meilleur des cas, un vaccin va permettre d'empêcher le développement d'une maladie lorsque la personne vaccinée est confrontée à un microbe. C'est par exemple le cas du vaccin de la variole, du vaccin de la rougeole. Mais en fait, la plupart des vaccins, ils vont induire une immunité qu'on peut appeler efficace, qui va atténuer les manifestations cliniques d'une infection donnée, sans forcément à 100% empêcher le développement de la maladie. Et donc ce n'est pas parce qu'un vaccin ne prévient pas la maladie qu'il n'est pas efficace. Bien souvent, en fait, on cherche à prévenir les formes graves, donc les infections responsables d'hospitalisation, de décès. Et donc à côté de l'eau courante, les vaccins sont l'innovation médicale qui a le plus contribué à l'augmentation de notre espérance de vie au XXe siècle. Et dis-moi, Amandine, comment justement on explique que les vaccins aient amélioré la santé des populations humaines ? Alors il faut retenir que finalement tu peux te faire vacciner pour te protéger toi-même, mais aussi pour protéger les autres. Si on prend un exemple de bénéfices individuels de la vaccination antitétanique, la vaccination contre la rage permettent de prévenir le développement de la maladie pour soi. Et il y a des vaccins qui peuvent entraîner ce qu'on appelle une immunité de groupe. Là, c'est le bénéfice collectif. Ça permet de diminuer la circulation d'un pathogène. Par exemple, tu as la vaccination contre le méningocoque et le méningocoque C notamment, qui permet d'éradiquer le portage au niveau de la sphère ORL du méningocoque et donc de réduire la circulation de cette bactérie. Et en France, il n'y a quasiment plus de méningite à méningocoque C depuis l'avènement de la vaccination chez les enfants. C'est également le cas pour l'éradication de la variole. Et on sait que pour certains vaccins qui ont été introduits dans une population donnée, on a réussi finalement à quasiment faire disparaître ces infections. C'est le cas également pour les infections à Haemophilus influenzae. Et dis-moi Anne, qu'est-ce qu'on appelle un vaccin ? Un vaccin, c'est une préparation antigénique ou éventuellement un ARN messager qui code un antigène qui va être administré par voie injectable. Il y a également certains vaccins qui sont administrés par voie orale, donc qui se présentent sous forme de solution buvable, ou par voie inhalée. Pour un petit peu d'histoire, donc le vaccin, ce mot il vient du mot latin vacca, qui veut dire vache, et qui remonte en fait à Edward Jenner, qui est un Anglais qui avait observé au XVIIIe siècle que l'inoculation à des humains du pustule contenant le virus de la vaccine, qui est le virus de la variole des vaches, pour faire simple, mais cette inoculation protégeait les humains des formes graves de variole humaine. Donc c'était le premier type de vaccination à l'ère moderne. Et Amandine, tu peux nous détailler justement c'est quoi les différents types de vaccins ? Alors globalement, il faut déjà distinguer deux grandes catégories. La première, ce sont les vaccins vivants atténués. Ces vaccins sont composés d'agents infectieux capables de se répliquer, dont la virulence a été atténuée, ou de pathogènes proches et peu virulents. La plupart de ces vaccins vivants atténués concernent la prévention de maladies virales, comme la fièvre jaune et la varicelle. Mais il y a aussi, par exemple, le BCG, qui est un vaccin vivant atténué pour la tuberculose, et également la forme orale du vaccin contre la polio. À l'inverse, il existe des vaccins inertes, qui eux sont dépourvus de tout pouvoir infectieux. Il y a des vaccins inertes qui sont des vaccins inactivés entiers, faits de pathogènes tués ou sous-unitaires. Sous-unitaires, c'est-à-dire qu'ils contiennent des fractions antigéniques de la bactérie ou du virus. Au sein de cette sous-catégorie
On distingue les vaccins faits de l'antigène de surface, à base de protéines recombinantes, comme le vaccin contre l'hépatite B, de virions fragmentés, certains vaccins contre la grippe, ou de polysaccharides, éventuellement conjugués à une protéine porteuse, ou à des anatoxines. Alors, si on revient sur les vaccins polysaccharidiques, les polysaccharides sont des composants de la capsule de certaines bactéries, comme le pneumocoque et le méningocoque. Ils sont peu immunogènes, notamment chez les moins de 2 ans et les immunodéprimés, et induisent une réponse immunitaire dite thymo-indépendante, qui n'implique pas les lymphocytes T, une sécrétion d'IgM, pas de production d'IgG et pas de mémoire immunitaire. Pour améliorer en fait l'immunogénicité de ces vaccins polysaccharidiques, on les conjugue à une protéine porteuse, protéine prise en charge selon une voie, elle, thymodépendante, impliquant les lymphocytes T, avec une commutation isotypique et une sécrétion d'IgG et d'IgA qui ont un effet sur le portage nasopharyngé. Souvenez-vous de ce que je disais sur le méningocoque C. Enfin, les vaccins contre le Covid-19 ont permis l'avènement d'une nouvelle technologie, alors qui n'est pas si nouvelle que ça, puisque ça fait plusieurs dizaines d'années qu'elle est développée, qui est la technologie des vaccins ARN messagers. Mais avec le Covid-19, c'est la première fois qu'on les utilise. C'est un nouveau type de vaccin inerte qui contient un ARN messager qui code pour un antigène d'intérêt. Dans le cadre des vaccins contre le Covid-19, c'est la protéine Spike. Cet ARN messager est enveloppé dans une nanoparticule lipidique. Et donc l'ARN messager va être traduit in vivo pour produire la protéine antigénique par nos ribosomes, dont on pourrait considérer qu'ils fonctionnent un petit peu comme une imprimante 3D. Anne, quels sont les grands principes de l'utilisation de ces différents types de vaccins, vaccins vivants atténués, vaccins inactivés? Alors pour les vaccins vivants atténués, souvent une seule dose de vaccin va suffire, donc, sauf quelques exceptions, et il n'y a habituellement pas besoin de faire de rappel à distance. Pourquoi? Parce qu'en fait un vaccin vivant atténué, il va engendrer une infection à minima, donc on peut documenter une virémie chez la personne vaccinée, mais cette infection à minima, elle est inapparente, mais va permettre l'établissement d'une immunité proche de l'immunité naturelle. Mais comme il y a cette infection à minima avec la virémie, ces vaccins vivants atténués, ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte. Là aussi, il y a quelques exceptions, il faudra toujours se référer au CRAT. Et surtout, ils sont contre-indiqués chez les immunodéprimés en raison du risque de maladie vaccinale, c'est-à-dire que le vaccin induirait une maladie proche de celle contre laquelle on souhaite finalement protéger le patient. Certains vaccins vivants atténués s'administrent par voie orale, c'est le cas du vaccin contre le rotavirus, d'autres par voie inhalée. Par exemple, il existe un vaccin par voie inhalée contre la grippe qui n'est pas encore disponible en France, mais qui le sera peut-être dans les années à venir. Et en ce qui concerne les vaccins inertes ou inactivés, ils sont souvent beaucoup moins immunogènes et donc ils vont nécessiter l'administration de plusieurs doses, on va dire un peu rapprochées, par exemple à 4 semaines d'intervalle, au titre de ce qu'on appelle la primo-vaccination. Et à distance, il faudra administrer des doses de rappel. Quand on dit à distance, c'est minimum 3 à 4 mois plus tard. Pourquoi ce délai? En fait, il faut se souvenir comment fonctionne la réaction immunitaire. Donc souvenez-vous de vos cours d'immuno. Un rappel à distance, en fait, va permettre de solliciter une réponse immunitaire de type secondaire, caractérisée par la sécrétion rapide et en grande quantité d'anticorps de type IgG. Et ce délai, il est aussi nécessaire à ce qu'on appelle, sans vous perturber avec des termes un peu barbares, mais c'est la réaction du centre germinatif au niveau des organes lymphoïdes secondaires, comme les ganglions, qui permet en fait, au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, de sélectionner les clones de lymphocytes les plus affins pour l'antigène vaccinal, et donc en fait d'améliorer la réponse vaccinale, de sélectionner les clones sécrétant les anticorps les plus affins vis-à-vis de l'antigène vaccinal. Et une dernière particularité, c'est que les vaccins inactivés nécessitent la plupart du temps l'adjonction dans leur composition d'un adjuvant. Et dis-moi, Amandine, tu peux nous expliquer c'est quoi un adjuvant? Alors finalement, adjuvant, ça vient du verbe adjuvare ou aider. En fait, l'adjuvant va activer le système immunitaire en parallèle de l'antigène et ça va permettre en fait de réveiller tout le système pour augmenter la réponse immunitaire contre ces vaccins dits inertes. Le plus employé, sur lequel on a un recul de bientôt plus de 100 ans en France, c'est l'hydroxyde d'aluminium. Sa tolérance est excellente. Il existe également d'autres adjuvants et on continue à développer des adjuvants pour toujours améliorer la réponse immunitaire des vaccins inertes. Dis-moi, Anne, finalement, qui peut prescrire et administrer des vaccins en France?
Donc évidemment, tous les médecins, ça a toujours été le cas, ils peuvent prescrire et administrer sans restriction à tout type de patient, quel que soit son âge, son statut immunitaire, tout type de vaccin. Et depuis, je crois que c'est 2023, dans les suites de la pandémie contre la Covid-19, il y a eu un élargissement des compétences vaccinales pour finalement faciliter l'accès à la vaccination, pour améliorer les couvertures vaccinales. Et donc, un certain nombre de professionnels de santé sont désormais autorisés à administrer et prescrire tous les vaccins prévus au calendrier vaccinal, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les patients immunodéprimés. Donc, par exemple, les sages-femmes peuvent prescrire et administrer tous les vaccins du calendrier vaccinal à tout type de patients, donc à l'exception des vaccins vivants atténués chez les immunodéprimés. Les infirmiers peuvent administrer les vaccins à tout type de patients sur prescription médicale et ils peuvent prescrire et administrer les vaccins du calendrier vaccinal aux enfants de plus de 11 ans et aux adultes. Et les pharmaciens ont eux aussi le droit de prescrire et d'administrer les vaccins aux plus de 11 ans. D'accord ? Donc ça veut dire qu'un pharmacien, il peut prendre l'initiative désormais de prescrire un vaccin et de l'administrer à son patient. Par exemple, s'il analyse une ordonnance, il voit que le patient est diabétique, il va pouvoir lui prescrire le vaccin contre le pneumocoque, par exemple. Amandine, tu veux bien nous dire c'est quoi les contre-indications à la vaccination ? Alors je commencerai par dire qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça c'est le point important, elles sont extrêmement rares. Alors effectivement, pour les vaccins vivants et atténués, on l'a évoqué, la population des patients immunodéprimés peut parfois poser problème. Alors on a l'habitude de dire que les vaccins vivants atténués sont complètement contre-indiqués. En fait, ça dépend des situations et donc il faut bien se référer aux recommandations spécifiques de la vaccination chez les personnes immunodéprimées, puisque finalement la population de personnes immunodéprimées est extrêmement hétérogène. Ces vaccins vivants atténués sont aussi globalement contre-indiqués chez la femme enceinte, voire allaitante, mais il faut toujours se référer aux données du centre de référence des agents tératogènes. Bien entendu, pour tous les vaccins, l'allergie a un composant, notamment pour la plupart des vaccins contre la grippe saisonnière, l'allergie à l'œuf, ou d'autres événements indésirables graves suite à une précédente administration. Mais les contre-indications, je le redis, sont vraiment globalement très rares et il faut vraiment essayer de lever coûte que coûte ces contre-indications potentielles. Et dis-moi Anne, comment ça se passe l'administration d'un vaccin en pratique ? On va d'abord, bien sûr, vérifier l'absence de contre-indication, mais comme on l'a dit, c'est très rare. On informe le patient sur ce qu'on va lui administrer, recueille son consentement oral. Ensuite, au niveau du vaccin, on va vérifier le numéro de lot, la date de péremption, l'aspect du vaccin. Et donc, la plupart des vaccins vont s'administrer par voie injectable et il faudra privilégier la voie intramusculaire, même en cas de thrombopénie, parce que l'immunogénicité sera meilleure. Et même en cas de thrombopénie, le risque d'hématome, il est minime, donc c'est pas une indication à faire de la voie sous-cutanée. Il y a juste certains vaccins vivants atténués qui ont été développés pour une administration préférentielle par voie sous-cutanée. Donc ça, c'est à vérifier dans le Vidal. Ensuite, on va désinfecter la peau. La plupart des seringues de vaccins ne nécessitent pas d'être purgées. On injecte en intramusculaire, au niveau du deltoïde chez le grand enfant ou chez l'adulte, ou dans la face antérolatérale de la cuisse chez le jeune enfant. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de gros vaisseaux, donc il n'est pas nécessaire de réaspirer. Et ensuite, on va remettre un document écrit pour assurer la traçabilité de la vaccination. Donc on va compléter le carnet de santé chez l'enfant ou remettre une attestation écrite ou compléter le carnet de vaccination électronique si on est moderne chez le grand enfant et chez l'adulte. Et en principe, on peut administrer de manière simultanée tous les vaccins en des sites différents. Ensuite, il est recommandé de garder le patient en surveillance pendant 15 minutes en salle d'attente pour pouvoir intervenir dans l'hypothèse d'une allergie, mais ça c'est vraiment exceptionnel après une vaccination. Amandine, tu peux nous dire c'est quoi les effets secondaires de la vaccination ? Alors moi je parlerai plutôt d'événements secondaires parce que finalement c'est pas forcément tout ce qui peut se passer après une vaccination n'est pas forcément directement lié à la vaccination. Mais il y a en tout cas effectivement des événements un peu attendus. Quelque part, quand on te vaccine, on va stimuler ton système immunitaire, on va le réveiller. Donc il va y avoir des manifestations qui sont plus ou moins variables en fonction des personnes et des vaccins qu'on pourrait qualifier de réactogénicité. C'est la réponse un peu attendue. C'est typiquement la douleur dans le bras au site d'injection,
La fièvre, les céphalées, les courbatures, ces signes cliniques et ces symptômes vont en général durer 24 à 48 heures et sont sans critère de gravité. Il existe par contre des événements indésirables potentiellement plus sévères. C'est le cas des événements allergiques. On peut aussi décrire les malaises vagaux post-vaccination. C'est notamment la raison pour laquelle il est important de surveiller les gens en post-vaccination, notamment dans les 15 minutes qui suivent. L'anaphylaxie, c'est-à-dire les réactions allergiques les plus graves, sont effectivement extrêmement rares. Néanmoins, leur sévérité nécessite qu'on soit prêt à les prendre en charge. Il faut retenir que les bénéfices de la vaccination excèdent de manière bien importante le risque d'événements indésirables. Je vous dis à bientôt pour parler du calendrier vaccinal. À bientôt, Amandine. Merci Anne. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.